Donc, la semaine dernière, on avait abordé le sujet, et là, juste le rappeler rapidement et avancer. Voilà. Perfectionniste ou progressionniste. L'omechapsim itztainut et la itkadmut. On ne cherche pas la itztainut, c'est-à-dire metsuyan. On ne cherche pas l'extraordinaire, mais on cherche la progression. Et c'est bien en cela que la Torah, elle nous dirige, elle nous éduque. Non seulement à nous voir nous-mêmes, mais à voir nos enfants. Et on avait commencé à explorer les différentes raisons de cet état d'esprit. De par les dangers et les dommages collatéraux que le perfectionniste ou la perfection risque de nous conduire à cela. Juste pour commencer avec un inyan de la Torah, le cours de Rav Ashkenazi de la semaine dernière, il est encore une fois basé d'Afka sur cette Nekuda qui est très intéressant parce qu'il fait un travail en profondeur dans la Torah pour nous amener à ce constat. Alors vous dire juste quelques petits mots, après revoir un petit peu les avantages et les désavantages du perfectionniste ou du progressionniste, bien que ça n'existe pas après vrai progressionniste. Bon, on invente le mot, c'est pas grave, d'accord, c'est des Goïms qui ont inventé des mots et nous aussi on peut en inventer, si ça nous parle. Puisque l'idée c'est de savoir dissocier entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc avant de revenir à ce qu'on avait dit comme élément de réflexion dans le bénéfice ou la perte du perfectionniste et du progressionniste, le Rav Ashkenazi explique bizarrement par rapport à la paracha de la semaine dernière de Vaigash comment Yosef, qui paraît être le Ish Matzliach, on l'appelle comme ça d'ailleurs, l'homme de la réussite, il réussit tout ce qu'il fait. C'est-à-dire même quand il est en galère, il réussit. Même, on a vu plein de fois, il se retrouve dans des situations grotesques, des situations très compliquées, ou des situations où il peut perdre pied et pas comprendre qu'est-ce que Dieu lui veut, pourquoi Dieu l'aime pas, pourquoi Dieu est fâché avec lui, pourquoi il est aimé de son père et il est brillant, mais malgré tout, c'est le bon élève, Yosef. C'est-à-dire que c'est celui au croisé de toutes les problématiques de la vie et des lourdes problématiques. Il arrive quand même à être le bon élève. On le voit quand il se vante par ses frères, il dit à ses frères, je vous en veux pas. Psh, il dit, lui, il n'a pas de vengeance, il ne se venge jamais, il sait que tout vient d'Hachem, c'est la merveille. Il est en colère avec personne, même quand on aurait tous pu interpréter que Dieu nous a lâchés alors que nous on ne l'a pas lâché, dans le sens où il n'a pas été avec la femme de Potiphar, mais quand même il va se prendre 12 ans de prison, injustement. Il pourrait dire à Dieu, mais je ne comprends pas, tu m'en veux, je suis maudit. Quelqu'un qui aurait vécu cette vie, il aurait pu dire, mais je suis black, ouais, je suis maudit. Mon père, il m'adorait, j'étais le meilleur élève de la classe, en l'occurrence de la famille, dans la fratrie, j'étais le meilleur. Et mes frères, ils m'ont vendu par jalousie. Et regardez la jalousie, ce qu'elle a causé. Et moi, j'étais toujours le droit, gentil, etc. Et après, en Égypte, j'ai pas voulu faire une avéra, et ben, ça m'a valu 12 ans de prison. Donc même Dieu, il m'en veut. Non, Youssef, il sait toujours prendre contre-pied de la situation dans la dimension positive. C'est vraiment le super bon élève, quoi. Et on l'appelle Ishmatzliach, on l'appelle le tzaddik, c'est Yosef HaTzadik. Donc voilà, il n'en veut jamais aux autres, il est droit, il n'a pas perdu espoir, il est toujours dans la bitachon, il est dans la émouna, il ne baisse pas les bras, il n'est pas pessimiste, il est persévérant, il est courageux. Et pourtant, c'est pas à lui que va revenir la royauté. C'est pas à lui que va revenir la royauté. La royauté va venir à Yehuda. Et elle ne va pas quitter Yehuda. D'ailleurs, la bénédiction que va faire Yaakov à Yehuda plus tard, ça va être, excusez-moi, que le chevet, ça veut dire que le bâton de la royauté ne quittera pas Yehuda et sa descendance. Alors comme si Yosef c'était pour un temps et Yehuda c'était pour tout le temps. Et pourtant, quand tu vois la vie de Yehuda, elle n'est pas du tout la même que celle de Yosef, quoi. La vie de Yehuda, elle est parsemée comme Yosef d'embûches, mais oui, il s'est planté, quoi. Il s'est planté plein de fois, Yehuda.
En tout cas, la Torah ne nous présente pas un Yehuda parfait. Elle nous présente un Yehuda fortement imparfait. Et d'ailleurs, dans la paracha de Vaïgash, la paracha de la semaine dernière, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire, mais grosso modo, Yosef veut tester ses frères, voir s'ils ont fait tchouva. Et comment on sait si une personne a fait tchouva ou pas? C'est quand on la replace dans la même situation où elle a fauté, mais cette fois-ci elle ne faute plus. Et donc, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle Yosef manigance un soi-disant vol du petit frère Benjamin pour voir si les frères cette fois-ci vont encore une fois abandonner leur frère ou alors ils vont rien lâcher et ils vont garder quoi qu'il arrive la responsabilité de la fratrie. Et donc c'est ce qui se passe. Yehuda s'approche de Yosef et dit: Yehuda, Yosef, t'as pas compris, Yosef, cette fois-ci je ne lâcherai pas. La dernière fois je me suis planté, cette fois-ci je ne lâcherai pas. Alors voilà, Yehuda il va s'attaquer à Yosef, il va montrer en cela qu'il a fait de tchouva. Pourquoi s'attaquer? Parce qu'il va dire à Yosef: mon petit frère, tu me le rends. Yosef il dit: non, moi, il a volé ma coupe de soi-disant avec laquelle je fais de la magie. Je le mets en prison, vous tous avez qu'à rentrer chez votre père et vous dites à votre père que Benjamin il a volé. Non, cette fois-ci, je ne lâcherai pas mon frère ici. J'en ai déjà perdu un, j'ai déjà fait la faute une fois, je ne la ferai pas deux fois. Quoi qu'il arrive. Et donc on a l'impression que dans la paracha de Vaïgash, dans la paracha elle-même, le Rabbi explique, en Tafshin Nunbet, il explique qu'a priori, on voit ici que celui qui est le plus fort, c'est Yosef. Et le moins fort, c'est Yehuda. Parce que c'est Yehuda qui va voir Yosef. Le prince d'Égypte, la superpuissance, c'est Yosef. Yehuda, c'est le fragile qui prend des risques, fragile relativement à Yosef. Donc celui qui est supérieur dans la paracha chez Yosef et celui qui est inférieur, c'est Yehuda. Et quand on lit l'Haftara, c'est-à-dire la lecture que l'on fait après la Torah, qui est dans les prophètes, là-bas on voit qu'on nous parle d'une Haftara où on nous dit que Yehuda et Yosef ne feront qu'un, mais c'est le Yehuda qui aura le dessus sur Yosef. Donc le Rabbi dit que c'est bizarre. Dans la paracha, on voit que Yosef il est au-dessus de Yehuda, et dans la Haftara, on voit que Yehuda est au-dessus de Yosef. Et on sait que la Haftara, c'est en vérité le contenu profond de la paracha. Donc comment ça se fait que là, c'est pas adapté? Et le Rabbi de nous expliquer qu'en vérité, même dans la paracha, le plus fort c'est Yehuda, pas Yosef. Parce que Yosef, il a tout avec lui, il a l'Égypte avec lui, il a le système avec lui. Yehuda, il est tout seul, et il va en guerre. Donc en vérité, le plus courageux, le plus haut, c'est Yosef. Après, le Rabbi explique ça même par rapport au Sphirot, que Yosef, c'est Yesod, alors que Yehuda, c'est Malchut. Donc Yesod, c'est plus haut que Malchut. Enfin, il explique ça de façon très très large, que Yosef, c'est la Géoula, et que Yehuda, c'est la Tfila, que Yehuda, c'est la soumission, alors que Yosef, c'est la transformation. On a l'impression que Yosef, c'est toujours plus haut que Yehuda. Le Rabbi explique que même dans la paracha, Yehuda est plus fort que Yosef, parce qu'il va affronter celui qui est plus fort que lui, donc il a plus de courage en vérité. Tout ça pour en revenir à expliquer que Yosef, c'est la perfection, et que Yehuda, c'est la progression. Et quand on dit chez qui ça va tenir le plus, chez Yosef ça va tenir. Comme on voit ses enfants, c'est pas eux qui vont qui vont continuer à être dans la dimension de la royauté, mais c'est Yehuda. Et dans ses descendants, on voit que Yosef ça va durer un temps, mais Yehuda ça va être pour tout le temps. Et donc c'est l'idée que Yehuda quand même, il s'est passé des trucs durs quoi. Yehuda, quand ils ont voulu tuer le frère. Quelque part, Yehuda, il a dit non, oui, c'est vrai. Reuven, il a dit bon, on va le laisser dans le puits, mais Yehuda, après, il s'est pas opposé à la vente. Donc, il a fait un truc quand même moche. Il a fait un truc moche. Il a laissé ses frères se faire vendre. Et puis après, quand il a retrouvé l'histoire avec Tamar, sa belle-fille, sa bru, il a donné son premier fils, puis son deuxième fils, et quand il a vu que ses deux fils étaient morts, il n'a pas donné le troisième. Et cette femme, elle s'est cachée en soi-disant une femme de basse vertu, alors qu'en vérité, c'était que pour montrer à son beau-père qu'il l'avait laissé sans mariage. Et donc à partir de là, Yehuda il va aller avec elle, il va avoir des enfants avec elle. Et quand elle va être mise au feu parce qu'elle est enceinte et qu'elle va mourir, elle dit celui à qui ça appartient ces objets, qu'il les reconnaisse ou non. C'est-à-dire elle le laisse faire son examen de conscience, comme on avait dit il y a 2 semaines, qu'on doit laisser les autres prendre la charge de leur conscience pour les amener à avoir conscience. Et là, Yehuda, il fait un acte d'une bravoure extraordinaire. C'est que n'importe qui aurait peut-être choisi de se cacher de sa faute. Yehuda dit: je reconnais ma faute, elle est plus sadiquette que moi. Donc encore une fois, il perd le statut d'homme parfait, Yehuda. Et il n'a pas peur de perdre ce statut. C'est très dur pour quelqu'un du charisme, de l'ampleur de Yehuda. Il perd le statut, donc tu dis quoi? Yehuda c'est le Baal Tshuva, Yosef c'est le Tzadik. Ok, alors on va donner un lot de consolation à Yehuda. En disant: toi Yehuda, tu seras quand même quelqu'un de bien. Le Baal Tshuva c'est quelqu'un de bien.
Mais quand même, il a perdu sa perfection, tu comprends? Il a perdu aux yeux des autres son image de topissime. Vous comprenez ou pas? Si une personne que vous admirez, vous voyez qu'elle fait quelque chose de très grave, elle va complètement être dévalorisée dans vos yeux. Est-ce que vous comprenez? Dans nos yeux, elle va être complètement dévalorisée. Et bien que cette personne, elle continue à dire, eh ben, c'est pas grave, je fais tchouva et je vais m'arranger, il faut avoir une sacrée force. Et alors tu pourrais dire, bon d'accord, c'est pour dire que le Baal Tchouva, c'est quelqu'un de bien quand même, que récupérer... Non, Dieu il dit, celui qui va être l'étendard de la royauté, celui qui va diriger, celui qui doit diriger à l'intérieur de toi, c'est pas le perfectionniste, mais le progressionniste. C'est pas la perfection, c'est pas Yosef à partir de quoi on va ériger le royaume pour l'éternité. C'est à partir de Yehuda. C'est fort quand même. C'est waouh. Et puis après, Rav Ashkenazi dans son cours, il t'explique au fil des générations comment de génération en génération, il y a toujours eu à côté des dirigeants un descendant de la tribu de Yehuda et un de Yosef, et c'est toujours celui de Yehuda qui était plus fort que celui de Yosef. C'est fou. Même Shaoul HaMelech, on dit que la Gemara dit que pourquoi il était destitué le premier roi d'Israël, Shaoul HaMelech? Parce qu'il était trop beau, parce qu'il était trop parfait. La perfection ne dure pas. Par contre, la progression dure. C'est très très fort. C'est-à-dire, même quand une personne, en psychologie, on explique que quand une personne elle cherche toujours à être parfaite, alors elle est toujours dans la tension et dans le lachat, dans la pression de devoir réussir toujours à être parfaite. Donc en vérité, il n'est jamais dans la sérénité et il ne fait jamais pour l'intérieur. Il n'y avait jamais de vraie transformation. Est-ce que vous comprenez? Il y a cette pression extérieure de devoir être à la hauteur d'eux, devoir être à la hauteur d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et donc ça ne tient pas. Alors que Yehuda, lui, c'est j'admets mon imperfection. Mais j'admets mon imperfection pour changer. Donc si vous voyez, c'est pour ça que ça revient à nouveau à cette idée de la semaine dernière, que quelque part dans le progressionnisme, enfin dans la progression, ben moi je ressens qu'il y a l'aspect positif de la perfection qui est de vouloir toujours mieux et toujours plus, mais il n'y a pas le défaut, vous comprenez, de celui qui est qui à un moment ou à un autre ça va tomber quoi. Et puis quand il verra qu'il ne peut plus toucher à la perfection, on avait un peu débattu ça la semaine dernière, mais il va baisser les bras. Un gosse qui a toujours dit tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur, en oubliant de lui dire le meilleur de toi-même, mais le meilleur dans la compétition, le meilleur dans ça, le meilleur dans ça, ben il risque d'y avoir beaucoup de méfaits. Un, parce que d'abord, il risquera de baisser les bras, de ne plus croire en lui. Bah, dès que j'ai perdu la pole position, à quoi ça sort de jouer? Dès que je ne peux plus être le premier de la classe, ça ne sert à rien d'être le cinquième alors que j'aurais pu être le deuxième. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, il va arrêter de croire en lui. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il va arrêter de croire dans son potentiel. Et puis les parents, ils vont lui donner aussi ce sentiment, quoi. Un mari a une femme, quoi. Si tu fais pas les courses comme il faut, c'est pas la peine de faire les courses. Si tu ranges pas la maison comme il faut, c'est pas la peine de ranger ta maison. Si tu n'arranges pas ta chambre, c'est plus la peine de la ranger. Enfin, j'ai même pas besoin de toi, je veux dire. Ou c'est jamais bien. Donc, imaginez vivre avec ce sentiment de c'est jamais assez bien, c'est jamais assez top. Donc c'est un enfermement énorme à la progression. Donc c'est un enfermement énorme à la possibilité du mouvement. Si on veut progresser, c'est que c'est pas bien non plus. C'est qu'on trouve que c'est pas assez bien non plus. Et ben dans la progression, ça fabrique, c'est une très bonne remarque, dans la progression, on fabrique des paliers de réussite, même si on n'est pas dans la perfection. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi les paliers de progression? Les paliers, c'est Oui, c'est sûr que, comme on avait dit sur la bougie de Hanouka, ben, allumer le 3e jour de Hanouka, la 3e bougie, ça me permet de me dire, aujourd'hui je suis parfait, je suis dans la madrine de la madrine. Mais si demain, j'allume 3 bougies, je suis plus dans la madrine de la madrine. La madrine de la madrine, c'est d'être au 4. Tu comprends? Donc c'est me dire, oui, c'est vrai que 3, c'est plus bien pour moi. Je sais pas, c'est un peu rigolo, mais c'est comme, des fois je dis, un enfant, quand il a 1 an et demi, qui dit papa, on est tous, mais on est tous impressionnés, on est émus. Mais imagine ton gosse à 5 ans, il dit maman, pourquoi quand je dis papa ou quand je dis maman, t'es plus ému? Parce que t'as plus 1 an. Donc à 1 an, on est ému, à 5 ans, on n'est plus ému. Et bien, on traduisait ce que je dis dans la dimension relationnelle, dans la dimension spirituelle. Ça fait 10 ans que tu as fait tchouva, mais depuis 10 ans, qu'est-ce que tu as avancé? Ta Emouna, comment elle a avancé? Ton bitachon, comment il a avancé? Ta Avat Hashem, ta Yirat Hashem, ta crainte de Dieu, ton amour de Dieu, ta relation avec autrui, le fait de calmer tes colères, le fait d'être plus patient. Tu comprends? On apprécie la progression, on n'apprécie pas le niveau. Et c'est fort quand tu vois, que ce soit au travers l'idée de Hanouka dont on a parlé la semaine dernière et l'idée de la progression, que ce soit l'idée de Yehuda et de Yosef, que c'est fort quand même.
Quand on dit qu'à l'endroit un Baal Tshuva se tient, un Maman Tzadik qui ne se tient pas, c'est vraiment une mentalité que la Torah elle tient à nous donner. Donc cette mentalité qu'on l'applique avec nous et avec nos enfants. Parce que oui, ça a des dommages et des ravages forts d'être dans le perfectionnisme. Parce qu'il n'y a de place chez le perfectionniste que la perfection. Donc tant que tu n'es pas dans la perfection, tu n'as pas de place. Il n'y a pas de légitimité. Alors que la Torah, elle a construit l'homme mauvais à la base, quoi. Et imparfait, quoi. Accepte ton imperfection. Et accepte son imperfection, c'est une forme de lâcher prise. Mais pas accepte ton imperfection pour rester imparfait et pour t'endormir et devenir laxiste ou devenir moins performant. Au contraire, accepte ton imperfection pour pouvoir grandir. Parce que pour pouvoir grandir, il faut accepter son imperfection. Parce que c'est ce qui nous permet de se dire, bah, voilà, je vais être maintenant dans la progression. J'ai compris que mon leitmotiv n'est plus la perfection, mais la progression. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça laisse un champ énorme à l'enfant et aux parents. Le parent d'être plus patient, d'accepter que l'enfant n'est pas parfait, d'accepter que ce qu'il demande, il ne peut pas le faire. Enfin, on ne va pas attendre de lui pour le féliciter qu'il ait fait exactement. Mais ce que je veux dire, je disais à quelqu'un qui pour moi est un peu perfectionniste, je dis c'est marrant, mais chaque chose que j'ai fait, tu as trouvé à redire sur ce que j'ai fait. Alors ça me dérange pas parce qu'aujourd'hui j'ai bâti moi-même une valeur de moi-même au travers de ce que je fais. Donc même si toi tu m'apportes pas ou dans ma relation, eh ben, je ressens pas que y a un retour valorisant sur mon effort, j'ai appris à moi-même m'auto-valoriser. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et donc j'ai moins besoin de la valorisation de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi, etc. etc. Ton jugement à toi, il a plus de place à tes yeux que le jugement de l'autre. Ou déjà, il en a un peu plus. Est-ce que vous comprenez? C'est vachement important, ça, de bâtir ça chez l'enfant. Quand l'enfant, quand il est bon autour de lui, tout le monde lui dit qu'il n'est pas bon, mais si lui, pour avancer, il a besoin de se sentir bon. Donc il a besoin de donner une valeur à son propre jugement. Ça, c'est l'estime de lui. C'est ce qui va lui permettre, dans l'adversité, de continuer à avancer, dans la difficulté. Et puis la vie, elle va être faite d'adversité. La vie, elle n'est pas parfaite. Dieu, il n'a pas créé un monde parfait. Il aurait très bien pu, Dieu, créer un monde parfait. Il n'a pas de problème, le bon Dieu, pour créer un monde parfait. Il n'a pas de problème pour créer des individus parfaits. Il n'a pas de problème pour créer la perfection, Dieu. Alors pourquoi il ne nous a pas créés parfaits? Force est de dire qu'il ne nous a pas créés parfaits. Puis qu'il n'a pas créé des gosses pour qu'on les rende parfaits, zut. Et là on se plante, et là on se fait piéger. Il a créé des gosses pour qu'on les rende des progressionnistes. Qu'on leur apprenne à rebondir face à l'adversité. Parce qu'il va y avoir de l'adversité dans leur vie. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des moments où ils vont chuter, des moments où... Alors chuter, c'est pas Chas Shalom faire des grandes fautes. Mais chuter, ça va être des moments où ils n'ont pas le moral, ou des moments où ils ont un défi qu'ils n'arrivent pas à relever, où ils vont se retrouver qu'ils ont fait des choses qu'ils ne voulaient pas faire eux-mêmes, ils vont être déçus d'eux-mêmes. Vous comprenez? Je ne sais pas, dans la shonara qu'ils vont dire, ou dans le travail qu'ils ont fourni. Voilà, ils n'y arrivent pas, ils se retrouvent en Gomara, ils n'y arrivent pas, ils se retrouvent dans un domaine de leur vie où ils n'y arrivent pas. Mais vous allez voir, aujourd'hui, c'est le grand slogan, c'est que tous les grands hommes, j'appelle ça les grands hommes parce que c'est des gens qui ont réussi dans leur domaine, pas forcément ils ont réussi dans l'absolu, parce qu'on peut réussir dans le domaine sans réussir dans l'absolu, mais ils ont réussi dans leur domaine, ils vont dire, ma réussite, elle est venue du fait que j'ai su rebondir face à chaque échec. Ça n'existe pas des gens qui ont réussi sans connaître l'échec, sans connaître vous comprenez? Et encore une fois, vous avez vu la petite image que je ne sais pas si je vous l'ai envoyée? Qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Vous vous rappelez de ça ou pas? Je vous montrerai la photo. Qu'est-ce que tu fais de ton échec? Et c'est ça en vérité, c'est énorme. Comme la Torah, elle te dit clairement les choses. Je vois si je le retrouve rapidement. Voilà. Ah oui, par contre, ouais, on nous l'avait envoyé. Se lamenter ou avancer. C'est-à-dire qu'un perfectionniste, à chaque échec, il va se lamenter, quoi. Un progressionniste, il dit, c'est bon, quoi. C'est un échec, c'est pour que je grandisse. C'est pas la fin du monde, c'est l'os of olam. Je peux pas vous rappeler de cette femme que Simon Jacobson, il avait interrogé, une femme milliardaire, ça vous dit quelque chose? Aux États-Unis, à 35 ou 37 ans, milliardaire. Et il lui a dit, c'est quoi votre secret? Il a dit, quand j'étais petite et que je rentrais à la maison, quand j'avais des bonnes notes, mon père, il nous félicitait. Et quand j'avais des mauvaises notes, mon père, il nous tapait la main, il rigolait avec nous. Il nous disait, waouh, super, t'as raté, génial. Tu sais que c'est génial de rater. C'est génial. Maintenant, assis-toi et écris toutes les raisons pourquoi tu crois que t'as raté. Elle a dit, mon père, il nous a offert ce magnifique cadeau de dédramatiser l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher l'échec. Ça ne veut pas dire de se réjouir de fait que... Mais quelque part, le fait de montrer comme ça un détachement à l'échec, c'est pas grave, tu vas rebondir, allez.
Ça veut dire, vas-y, cherche tout de suite comment tu peux faire pour faire mieux. Elle a dit, dans ma vie professionnelle, lorsque j'étais avec mes concurrents et qu'on échouait, et que par exemple, je sais pas moi, à la bourse, il y avait une chute, et ben comment on appelle ça? Lorsque mes concurrents, ils connaissaient la chute, ben, ils arrêtaient d'investir parce qu'ils avaient tellement peur de rater qu'ils n'essayaient même plus. Ça, c'est le problème du perfectionniste. Il a tellement peur de rater qu'il préfère ne pas faire que mal faire, ou rater. C'est-à-dire, mon père, il nous a appris cette merveilleuse chose de dédramatiser l'échec. C'est pas grave. Donc, j'avais plus peur de l'échec. Donc, je me remettais au charbon tout de suite. Et donc, ça faisait que comment on appelle ça? Ça faisait que j'allais plus haut que les autres. Alors, le problème du perfectionniste, c'est quoi? Enfin, quand je dis perfectionniste, je ne suis pas en train de stigmatiser avec un post-it. On a tous en nous cette tendance de vouloir que nos enfants soient parfaits, que tout soit bien fait, etc. On a tous ça en nous. Mais encore une fois, c'est quelque part ne pas offrir à l'enfant la possibilité de grandir dans n'importe quelle situation. Et c'est quelque part créer chez lui, parce qu'il faut se rendre compte des conséquences, créer chez lui des peurs ou des idées qui vont se former, ce qu'on appelle des croyances et des schémas dans son esprit, où il va se dire, quelque part, j'y arriverai pas, donc ça ne vaut pas la peine d'essayer. J'y arriverai pas. Et pourquoi? Parce qu'il a intégré dans sa programmation mentale, dans son cerveau, que si c'est pas pour réussir parfaitement, ça sert à rien. Si je suis pas je sais pas, vous vous rendez compte? Dès que tu vas voir, on parlait de ça plusieurs fois, des femmes moyennes, dès que tu vois le mec qui est mâche-pia et qui marche et que les gens ils aiment, etc., tu te dis à quoi je sers? Moi, petit bonhomme que je suis, c'est pas moi qui vais faire la différence. C'est pas moi qui vais faire plaisir à Hachem. Il y a tellement mieux que moi. Il y a des gens qui prient tellement mieux que moi. Il y a des gens qui réussissent. Pourquoi tu veux que je me lance? Je ne sais pas bien prier, moi. Je ne sais pas bien étudier. Enfin, je sais pas. Je parle dans mon domaine. Est-ce que vous comprenez ou pas? Dans le domaine de la Torah. La personne va dire, mais pourquoi tu veux que je parle? Je sais beaucoup moins bien parler que les autres. Mais si c'est pas parce que tu vas te lancer et que tu n'as pas peur de l'échec, et tu n'as pas peur de l'erreur, et que pour toi l'erreur est un tremplin à la progression, bon, on va dénaturer et détruire la qualité que l'échec représente comme une forme d'apprentissage. L'échec est une forme, l'erreur est une forme d'apprentissage. Et c'est ce qui va faire que tu vas tenir plus longtemps Yehuda et pas Yosef. Ce qui va tenir, c'est le Yehuda en toi. C'est pas le Yosef en toi. Yosef en toi, il peut se faire en 2 secondes. Tu as trouvé un meilleur que toi, tu étais le meilleur au sport. Un Rav, c'était le meilleur. On parlait de ça, je me parlais avec un Dayan. Il a dit le Dan, il est content, c'est lui qui répond aux questions, mais le jour où il y a un DN plus fort que lui, vous comprenez? S'il n'est pas dans la progression, dans tout, quoi. Est-ce que vous comprenez? Et dans la relativité entre les conjoints, dans tout. C'est une mentalité que la Torah nous dit, voilà, c'est celle-là. Et puis quelque part, comment tu détruis la qualité de l'erreur que Dieu a voulu qu'il y ait chez l'homme, parce que c'est à partir de cette erreur qu'il va le plus progresser. Est-ce que vous comprenez? Donc, de quoi il a peur, le perfectionniste? De quoi on a peur? De quoi on a peur quand on est perfectionniste? Ouais, mais avec votre mentalité, vous ne ferez pas avancer les gens loin. Ouais, mais avec votre mentalité, vous contentez de peu. Mais qui a dit qu'on se contente de peu? C'est faux, ça c'est une peur du perfectionniste. Au contraire. C'est pour ça que dans le progressionniste, il y a la qualité du perfectionniste qui cherche à être le meilleur. Bien sûr qu'un progressionniste, il cherche à être le meilleur. Bien sûr que le rabbi nous montre toujours qu'il poussait toujours plus la machine. Il demandait toujours plus. Le rabbi demandait toujours qu'on fasse plus. Mais le progressionniste, il demande justement qu'on fasse plus. Mais en validant les acquis. Mais l'acquis, il n'est pas dans la perfection. De toute façon, tu n'auras jamais la perfection. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part, on renonce au projet divin, quoi. On n'a pas compris que ça fonctionne comme ça. La progression, elle passe par la chute, par l'erreur. C'est là qui tient, en vérité. C'est ce qu'on appelle en français, et qui est revenu beaucoup au goût du jour à l'académie en ce moment, la maïeutique. Ça vous dit quelque chose? La maïeutique. À l'époque, c'était la grande mode, et puis ça a disparu, et aujourd'hui, ça se remet beaucoup au goût du jour. La maïeutique, c'est lorsqu'on demande aux enfants des réponses, on note les réponses des enfants au tableau, avec les erreurs. Et on décide
d'apprendre aux enfants à partir de leur erreur. Qu'il n'y a pas un apprentissage plus puissant pour un enfant qu'au lieu de dire non, c'est faux ce que tu as dit, non, c'est faux ce que tu as dit, non, c'est faux ce que tu as dit. Tiens, mais on va retenir ce que tu as dit. Tiens, c'est intéressant ce que tu as dit. Et à partir de là où tu n'as pas bien fait, tu vas apprendre. Tu vas retenir 1000 fois mieux. C'est ce qu'on appelle la méotique. Et aujourd'hui, c'est mis en avant énormément en termes d'apprentissage. Et puis, je sais pas, vous allez me dire, vous, maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, je me dis, avec des parents, ou avec un conjoint, ou avec un associé, qui est perfectionniste, j'ai vu, moi, j'ai des associés dans le business, j'ai des enfants, combien en vérité on casse leur potentiel. À ne plus croire en eux, Bassof. À leur donner la sensation de ne plus croire en eux, de ne plus être capable, alors qu'on cherchait leur évolution. Mais on ne peut pas être dans l'évolution quand on est dans la recherche de la perfection. C'est ça que je disais. Le progressionnisme, il permet de valider les acquis en mode étape. Tu vois ? C'est déjà bien ce que tu as fait. Ça veut pas dire que je vais me condamner. C'est très bien ce que tu as fait. Quoi la cavade ? S'il n'y a pas cette sensation d'acquis, de progression, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à quoi ? On n'arrivera pas à déployer le potentiel maximum de l'enfant. Si l'enfant il a 2, et quand il a 5, tu dis on passerait jour quand tu as 5 quand même. Mais si tu dis à l'enfant, waouh, passer de 2 à 5, tu as quand même eu 2 fois et demi ta note. C'est pas mal. Franchement, Razak, pour maintenant, allez, il faut monter. Là, dans ton progressionniste, tu as validé l'acquis, tu vois, t'oublies. Je fais les courses, ma femme me dit, les avocats, ils sont pas beaux, les navets, ils sont pas beaux. Pourquoi tu me dis que les avocats, ils sont pas beaux, les navets, ils sont pas beaux ? Ça me donne plus envie de faire le marché, moi. Tu me dis, par contre, chouette, t'as fait le marché, colle à cavote, c'est pas évident pour toi et tout ça. En sortant de l'école, d'aller faire le marché, Razak, merci beaucoup, ça m'enlève une épine du pied. J'ai validé l'acquis. Maintenant, j'aimerais bien les navets, attention, et les avocats, attention, c'est important qu'ils soient comme ça, c'est important pour moi. Et tout. Ça me donne envie. Et maintenant, appliquez-le dans tout. Et si, dans un niveau, ça n'a rien à voir. C'est dans la progression, mais à un niveau bas. Par exemple, j'ai mon fils, il a 4 ans, il hurle tout le temps. C'est pas parler, il hurle. Faire un truc sur. Là, je suis partie, je leur ai dit, on va faire 24 heures, voilà, dans la progression, 24 heures, on chuchote à la maison. Mais je sais que ça va être pour lui, pour le summum. Mais demain, je vais lui redire, on refait 24 heures pour, justement, on va progresser dans le temps. Je suis sûre que ça va être ingérable pour lui. Mais j'ai besoin d'avancer doucement. Tout est une question de prise d'habitude. D'abord, là, il va être content. Là. Oui, ok, on fait un challenge, imagine. D'abord, si vous voulez que votre fils il parle moins fort, il faut parler moins fort. C'est tout. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à la maison. Non, c'est pour ça que j'ai dit à la maison, on fait un challenge toute la maison, on chuchote. Quand une personne elle parle doucement, ça engage tout le monde à parler doucement. Donc, si vous voulez que ça parle doucement à votre fils, parlez-lui doucement. Quand ça crie dans une classe et que le prof il crie plus fort que les élèves, ça va faire que les élèves vont crier encore plus fort. Quand la classe elle crie et que le prof il passe d'une voix costaud où il parle normalement en cours, oui, c'est sûr. Et il parle tout doucement, ça fait descendre tout de suite les décibels. Donc ne cherchez pas chez votre fille, cherchez chez vous. Ne détournez pas le vrai travail. Le vrai avoda, c'est pas eux, c'est vous. Et quand vous allez parler doucement, mais les autres, ils ne pas dans la maison. Pas grave. Les besoins des enfants sont différents. Donc si vous savez que pour cet enfant, c'est grâce à lui que vous allez parler moins fort. Donc remerciez-le. Parce qu'avec les autres, vous n'auriez pas appris à parler moins fort. C'est écrit que les paroles des Chachamim, elles sont entendues lorsqu'elles sont dites avec douceur, avec calme. Donc, et ça va même vous faire gagner à l'intérieur de vous en no stress, en sérénité. Une personne qui parle calmement et qui parle pas fort, ça invite à la sérénité. Une personne qui parle fort et qui s'exprime comme ça, alors oui, il y a de la vie, il y a de l'enthousiasme, etc., mais ça manque de sérénité. Peut-être que pour lui, il y a un travail de sérénité à faire sur vous. Et vous, invitez-le, c'est ça. Par exemple, invitez-le à... Moi, je dirais plus, au lieu de parler de 24 heures, ça c'est une idée, parce que prendre tous les médicaments d'un traitement de 8 jours en 1 heure, pas forcément ça soigne.
Donc je dirais plus, à chaque fois que tu vas parler doucement, eh ben, je vais te mettre, je vais t'offrir, je sais pas ce qu'il touche, un bonbon ou 10 cents ou 20 cents et je les note. À la fin, tu gagnes 1 euro, à la fin, tu gagnes 2 euros. C'est encore une fois, le secret des petits pas. C'est la répétition à distance donnée qui va beaucoup plus changer quelqu'un. Si tu prends les médicaments juste le matin quand il faut et l'après-midi quand il faut, quand une femme elle doit prendre un moyen de contraception, il faut surtout pas rater l'heure. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce qu'il y a un métabolisme qui est en place. Donc si vous voulez que ça ait effet, il faut prendre bidiouk la chose au moment, répéter, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, la transformation, elle vient par l'habitude. Et c'est la répétition qui transforme. Puisque nous ne sommes que le ramassis de toutes nos habitudes ou les habitudes qu'on a prises à la maison ou qu'on a prises chez nos parents. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on a vu le plus souvent, on répète. Nous sommes be'etzem, ce qu'on a été dans le passé le plus souvent. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux que ça change, rends l'enfant ce que tu veux qu'il soit le plus souvent. Donc dès qu'il parle fort, par exemple, faire même un jeu, je n'entends pas. Quand tu parles doucement, je t'entends. Quand tu parles fort, je t'entends pas. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il va crier, je n'entends pas. Il parle doucement, ah, je t'ai entendu. Mais pas une fois, pas 2 fois. Et à chaque fois que tu parles doucement, 10 cents. Ah, tiens, t'as 20 cents. Ah, t'as 30 cents. Ah, t'as 50 cents. Tiens, je te donne 1 euro. Si tu veux 10 cents, t'as la Zdaka en même temps, je te prends la Zdaka. Ou le bonbon, je ne sais pas ce qui le sensibilise. Mais adaptation à l'enfant. Et là, oui. Mais c'est pas. Faire un jeu de 24 heures, est-ce que vous comprenez ou pas? C'est bien, mais c'est pas ça qui va changer. C'est l'habitude qui change. C'est pas parce que maintenant, par exemple, on va faire une formation. Dans cette formation, on va dire j'ai envie que tu sois devenu, que tu deviennes positif alors que tu étais négatif ou optimiste ou que tu deviennes moins dans la colère. C'est pas parce que pendant 24 heures, tu vas apprendre sur la colère que ça va changer quelque chose. Et ton naturel, il va revenir. Ça veut dire la programmation mentale, elle prend le dessus, quoi. Elle prend les rênes. Vous comprenez? Ok, allez, dites-moi ce que vous pensez avant de fermer ce dossier. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous... Hein? Je peux rien dire, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je suis d'accord sur la progression. Est-ce que vous êtes d'accord que dans le progressionnisme, il y a la qualité du perfectionnisme sans ses défauts? Donc on cible, on redirige nos intentions et notre cible. Ça veut dire le inyan, c'est de faire du birour, ça veut dire enlever le pas bien et garder le bien. Donc dans le perfectionnisme, il y a du bien parce qu'on atteint, on frise la perfection, on cherche à faire le mieux possible. Et ça, c'est important, d'aller chercher à faire le mieux possible. Et dans tout, on doit essayer de faire le mieux possible. Mais que le mieux ne devienne pas l'ennemi du bien. Que le mieux ne devienne pas l'ennemi du bien. C'est qu'on voit que concrètement, le bien n'est pas toujours dans le mieux. Et que parfois, le mieux détruit le bien. Et qu'on détruit le potentiel de nos enfants à chercher à vouloir toujours être dans la perfection. Donc, je sais pas, mais si un parent, il lâche un peu la volonté que son enfant soit parfait, ça ne veut pas dire qu'il va être plus souple et plus laxiste. Mais il va d'abord être plus patient. Il va être moins dans la patience, moins dans l'insatisfaction qu'il va montrer aux enfants. Et donc, il sera plus patient. Patient, rappelez-vous, c'est pas renoncer, patient. Les gens disent, ouais, si je suis patient, c'est quoi? Je renonce, je dis rien. Non, c'est juste que tu sais reporter. Être patient, ça veut reporter, c'est pas savoir renoncer. Dans tout. Je suis patient, c'est-à-dire je sais reporter ma demande parce qu'elle n'est peut-être pas appropriée maintenant. Elle a une bonne mesure. Donc je sais plus facilement féliciter. Et je sais aussi encourager à faire plus. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois le rabbi nous a montré, parce que s'il y avait, comment vous dire, on va dire il y a des états d'esprit du rabbi. Il y a des grandes mentalités que le rabbi nous a appris. Ouais. Une des grandes mentalités, un des grands états d'esprit, c'est celui-là. J'ai pris des Baal Tshuva, je les ai rendus des merveilles. Mais pourquoi? Parce que j'ai été step by step. C'est quoi Baal Tshuva? Ceux qui sont revenus à la Torah. Et des gens, ça veut dire dans la mentalité en général du rabbi. Quand il passe devant le rabbi, il dit j'étais Chase, Mr. Chase. Il dit au rabbi, j'ai donné à la fondation $1 million. Le rabbi lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas donné 2 millions? Alors il a dit, mais c'est le rabbi qui m'a appris qu'il faut pousser le moteur le plus possible, mais pas trop pour que le moteur il casse. C'est énorme. Non, je sais que moi, avec mon fils, avec le grand, j'avais, quand il était plus petit, j'avais, bon après c'était parce que c'était lié, enfin voilà quoi, j'avais ce
ce truc de perfectionnisme avec lui. Je voulais toujours qu'il. Mais c'est les Bechor. Les Bechor, ils prennent plein dans la tête. Hein. Je sais, j'ai pas eu ça avec. Tous les Bechor. J'ai pas eu ça avec le deuxième. Je sais que. Mais pourquoi? Parce que moi, j'avais. Voilà, mon père, j'ai mon père aujourd'hui, qui, moi, je suis une aînée, il me disait, voilà, j'avais tout. Pour moi, j'avais tout misé sur toi parce que j'étais l'aînée et je l'ai ressenti, même petit. Voilà. Et j'ai pas fait ça avec le deuxième. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai misé sur eux ou quoi. Mais au niveau travail, au niveau tout, ils ont rien à voir les deux. C'est-à-dire, le grand à la choule, Shabbat, les gens ils vont voir mon père, viens avec nous, parce que c'est lui qui fait Khazan au Minyan des enfants, là, mais il y en a d'autres. C'est lui qui fait le Dvar Torah, c'est lui qui fait machin. Après mon père, il dit non, mais c'est normal. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais le deuxième, je l'ai pas autant poussé. Et vous interprétez que c'est parce que vous l'avez moins poussé qu'il était moins loin? Est-ce que c'est parce que je l'ai moins poussé? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'il a il a pas cette théma. Lui, voilà. Il est différent. Il est différent complètement. Il ressent la différence du premier déjà. Le deuxième, il doit sentir la différence que vous avez donnée au premier. Et vous avez reproduit sur le premier ce que votre père a fait. Et donc quoi? Donc la question elle est. Le deuxième, il est pas motivé. Est-ce que donc vous. Pas moins donné, mais au niveau. Moins exigé? Perfection. Ouais, au niveau perfection. J'ai moins exigé de lui quand il était petit. Donc est-ce que vous pensez que parce que vous étiez moins exigeante que votre enfant il est comme ça? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai son caractère? D'abord, c'est très difficile de vouloir comparer des enfants. Oui, c'est sûr. Très, très difficile parce qu'on voit que les enfants, ils ont des natures très, très différentes. Rappelez-vous. Oui, ils ont rien si à voir, Yosef, il a été vendu par ses frères, c'est parce qu'il y a de la comparaison. Rappelez-vous cet homme qui a dit... Et cet homme qui a dit, j'ai eu 5 enfants. Tu te rappelles? Il y en a 4 que j'ai réussi, 1 que j'ai raté. Et pourtant, je leur ai donné exactement... C'est-à-dire, j'ai été exigeant. Cette histoire répond à votre question. J'ai donné la même exigence, le même niveau d'exigence à tous les enfants. Il y en a 4 qui ont réussi, 1 qui est parti en cacahuète. Trop exigeant. Je parlais avec une personne hier, un bachour qui est marié aujourd'hui, et il m'a dit l'exigence que mes parents ils ont eu vis-à-vis de moi a frôlé le fait que j'achète tout dans Torah Mitzvot. Ils m'ont étouffé. Heureusement que je n'ai pas lâché, mais je vous le dis aujourd'hui que je suis marié tout, il y a eu des moments où j'étais à 2 doigts de tout lâcher. J'étais à 2 doigts de tout lâcher. Et ils ont eu beaucoup de chance, mes parents. Et moi aussi. C'est une bracha, je sais pas quoi. Mais mes copains, ils ont lâché dans ma classe. Moi, j'aurais pu lâcher aussi. À cause de, justement, cette insatisfaction permanente. Mon beau-frère, je me rappelle, Moshe, on était à la table chez lui avec ses enfants et tout. Il demande à ses enfants, il dit, il y a quelqu'un qui a dit à un shiur de Chinour que c'est parce qu'on est toujours insatisfait de nos enfants que nos enfants n'ont plus la niaque et la volonté de réussir parce qu'ils savent que maintenant, aujourd'hui, ils ne pourront pas satisfaire les parents. Et qu'un enfant, quand il est petit, ce qui le motive, c'est rendre fier ses parents. Et quand tu sais que tes parents, de toute façon, seront insatisfaits, ben, ça te fait baisser les bras sur ton combat personnel. Et donc, ça a débattu comme ça. C'était chaud parce que des enfants qui étaient plus tellement dans les yanim, etc., c'est très fort. Moi, j'étais... C'est dur, quoi. Tu te dis, ils se posaient des questions, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on a toujours été insatisfait? Tu ne sais pas montrer de la satisfaction partielle. Est-ce que tu comprends? Dans la progression, c'est ça. La progression, ça autorise la satisfaction partielle. Ça autorise à montrer à l'enfant que tu es satisfait de lui. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, alors c'est ça le truc. C'est de ça de quoi ils ont peur les perfectionnistes. Dire, ah, t'as vu, si je suis plus perfectionniste, si je lâche pas, eh ben, je risque de moins obtenir. Moi, sachez que beaucoup de mes filles m'ont dit, heureusement, qu'en même temps, tu nous as donné beaucoup d'amour, etc., mais en même temps, tu nous as fait beaucoup confiance et tu ne nous as pas étouffés. Parce que notre judaïsme, il a pu apparaître, notre relation avec le rabbi, il a pu apparaître avec nous-mêmes. Et si tu avais été plus serré, peut-être qu'on n'aurait pas supporté. Toute l'histoire de l'éducation, c'est, encore une fois, le cadre et la liberté. Vous vous rappelez, dans un cadre, il y a une liberté, savoir donner la liberté. Et pour chaque enfant, c'est différent. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu du laxisme chez vous. Que peut-être qu'avec le deuxième, vous auriez pu obtenir ou pourrez obtenir plus en étant plus exigeant. Mais encore une fois, exigence. Oui, le rabbi dit, rappelez-vous, pour chaque enfant, visez Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il faut viser le max pour chaque enfant. Mais il faut apprécier la capacité de l'enfant et la nature de l'enfant.
Est-ce que vous comprenez? Qui est différente. Et donc, la question, elle n'est pas sur l'enfant, elle est sur vous. Est-ce que je considère que moi, j'ai moins attendu du deuxième, donc à moi de remettre les bouchées doubles? Oui, ils sont venus les deux avec leur bulletin. J'ai dû me forcer à être. Genre, les deux, ils ont une famille. J'ai dû me forcer à être. À montrer aux grands que j'étais hyper fière. Alors que, intérieurement, je me disais. Normal. C'est normal. Le deuxième, instinctivement, oui, j'étais hyper fière de lui parce que, effectivement, entre Kita Aleph, Kita Bet, il a un bond énorme. Mais le premier, pour moi, intérieurement, c'était normal en fait. Mais t'imagines ce qu'un enfant vit en Mais profondeur? j'ai dû me forcer Colle à cabode, que colle à j'étais cabode. hyper fière de lui. C'est pour ça que colle à cabode, l'enfant, il peut dire, de toute façon, elle s'en fout maintenant, c'est de l'acquis, quoi. Mais voilà, pour moi, c'était limite de l'acquis intérieurement. Alors. C'est dangereux. Oui. Parce que l'enfant, il fait tout ça pour te plaire, pour vous plaire, pour dire, waouh, t'as vu, ça veut dire sa valeur, votre valeur à vous, elle comment elle se fabrique? Au travers le fait que les gens qui ont de la valeur à vos yeux vous en donnent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si une personne qui a de la valeur à tes yeux, dans le business, elle te montre que t'es nul, t'as plus de valeur. Ta valeur se fait. Alors après, il y a un travail d'autonomie adulte, émotionnelle, de fabriquer sa propre. Je disais tout à l'heure, donner de la valeur à son propre jugement, tu comprends? Même si l'autre me dit t'es nul, je n'ai pas de problème. Et ça, c'est la mère qui va donner, ce qu'on appelle l'estime de soi, l'amour inconditionnel. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière. Que si une maman sait donner la valeur à l'enfant étant petit, même quand il sera grand, si personne ne le valorise, lui il saura se valoriser. Parce qu'il a eu la substantifique moi étant petit. Donc encore une fois, évidemment qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. De dire keep cool, et les gosses, on les laisse aller, chacun comme il pourra. Non. Adaptation au rythme de l'enfant, n'oubliez pas. Le premier secret, c'est de savoir que chaque enfant a un rythme différent et respecter le rythme de l'enfant de la progression, c'est respecter l'enfant et c'est lui permettre d'utiliser plein potentiel. Rappelez-vous que le mot d'ordre de la réussite de l'éducation, c'est est-ce que je lui ai donné les moyens d'utiliser son plein potentiel? Même si le premier, il est fait pour être un rocher cheval, le deuxième, il est fait pour être un... Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont pas nés... et le but, c'est qu'ils soient épanouis, chacun. Le but, c'est qu'ils sentent qu'ils sont dans l'exploitation maximum de leur potentiel. Donc, il y a une adaptation. Et après, il y a aussi une honnêteté à avoir vis-à-vis de soi-même, tu vois. Quand tu vois qu'avec le grand, tu t'es donné plus et pour le petit, tu t'es donné moins, dis-toi, c'est pas normal, il faut que je me donne plus. Mais peut-être que ça va pas donner la même chose. Attention, on n'attend pas la même chose. Tu comprends pas? C'est pas parce que tu as donné la même chose que tu as... Donc c'est vrai qu'il y a un examen de conscience émette à faire. En se disant, peut-être que moi, j'ai pas assez donné au deuxième. Donc à moi de réinvestir maintenant dans le deuxième. Dans ce que j'attends de l'enfant. Peut-être que j'ai pas assez... Peut-être un peu trop lâché. Comme toujours, mon fils, il me dit, le grand. Il me dit, avec les petits, on est toujours plus cool. Et sauf ça fait que les enfants des grandes familles sont un peu plus FKR. Alors moi, je dis pas du tout. Enfin, je le vois. C'est vrai que je le vois dans des familles. Et les parents, ils ont moins de force quand ils ont 40 ans, quand ils ont 50 ans, quand ils ont truc. Ils sont plus fatigués, ils ont moins de cochotte. Avec les petits, on a beaucoup plus d'énergie. Après, il y a aussi la relativiser. C'est pas si grave. Et puis, et puis c'est moins truc. Et puis, il y a les grands. En même temps, non. Il y a ce danger-là. Donc, à nous de savoir que chaque enfant, c'est notre seul enfant unique. Et à nous de tout donner pour lui, en sachant qu'il appartient à un niveau de la fratrie différente et que à nous de nous réinvestir. Moi, je sais qu'avec mes petits, je me suis investi complètement, parce que je travaille beaucoup le réno, parce que c'est quelque chose de très important que je nourris très souvent. Mais ça fait que, oui, j'ai changé, mais je sens que je ne m'investis pas moins avec eux qu'avec les autres, mais parce qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique de travail. Tu comprends? On ne doit pas être dans... Si le fait d'être moins exigeant reflète d'un certain laxisme et d'un laisser-aller, c'est sûr qu'on doit à nous-mêmes se dire ça va pas, il y a quelque chose qui va pas chez nous. Ouais. On doit se reprendre. On doit permettre à l'enfant d'aller chercher son plein potentiel. Et l'enfant, il a une tendance à être paresseux, à se laisser aller, etc. À nous de remettre les bouchées doubles. D'accord? Mais encore une fois, pas dans l'agressivité, dans la fermeté, dans l'attente supérieure, dans les efforts supérieurs, mais encore dans la récompense, et dans la progressivité. Ça veut dire dans l'idée que, voilà, tout en respectant le rythme de l'enfant. N'oublions pas le leitmotiv, donner à l'enfant les moyens d'utiliser son plein potentiel. Vous savez que je disais ça ce matin, dans le Tania, chapitre 39, là-bas le rabbi disait, c'était très fort, il disait, un enfant qui a bâti l'amour et la crainte de Dieu sur uniquement ce que les parents ont donné n'atteindra jamais le même niveau qu'un enfant qui a un moment lâché cet amour et cette crainte de Dieu qui a été instauré par les parents et que l'enfant a travaillé par lui-même.
Donc le but, encore une fois, n'oubliez pas, c'est de donner des outils à l'enfant pour qu'il apprenne à travailler par lui-même sur ses émotions. Comment il va gérer une colère, comment il va gérer une contrariété, comment il va gérer une déception. Quand il est petit, quand il entend que sa mère, quand il y a une déception ou quand il y a un échec, ah oui, c'est pas grave, tu vas te reprendre, bon, allez, vas-y, et essaie de revoir pourquoi t'as raté, etc. Mais tu lâches pas, c'est pas grave, salut. Non. Tu dédramatises, mais en même temps, tu donnes les moyens pour... Mais l'enfant, quand il sera tout seul demain, il a appris que le système devant un échec, c'est comme ça qu'on fait. Et quand il aura 25 ans et qu'il y a un travail qui ne marchera pas, il va rebondir sur un autre. Et ça qui va faire qu'il va réussir. On ne se rend pas compte. En réalité, on installe des programmes chez l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Mon secours, il est magnifique pour moi aujourd'hui. Parce que mon fils, il a un bilan, il aura des bilans la semaine prochaine, sur toutes les matières. Et la semaine dernière, il a travaillé, chose que d'habitude, il ne fait pas. Donc il a fait des efforts, mais pas assez. Donc ce matin, je me suis levée un peu angoissée. J'ai dit, comment il va faire? Voilà. Et le problème, c'est quoi? J'allais lui dire. C'est qu'on fait payer à nos enfants nos angoisses et nos peurs. On projette nos peurs sur eux. S'il n'y avait pas le cours, j'aurais dit, mais Mandel, comment tu vas faire? Tu regardes, t'as pas fini ça, t'as pas fini ça. Mais là, par contre, je vais lui dire, bravo, t'as fini maths, c'est super. Il te manque quoi à faire? Voilà, maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Mais maintenant, il faut faire aussi. Hein. Oui, pas, c'est sûr voilà. qu'il faut faire. Le progressiste, c'est voilà. Non, Voilà, il faut que tu bosses aujourd'hui, mais la mise en condition de faire croire en lui, de lui montrer qu'il a avancé, qu'il a fait un palier. Il a fait avant. Voilà. Dis-moi. Parce qu'il a bossé quand même. Et ça, pas lui dire ça. si vous regardez, vous avez le temps aujourd'hui et ça vous intéresse, allez voir la partie du Chinour sur le Tanya, qui est une petite partie entre la fin de la première partie du Tanya et la deuxième partie là-bas. Il te dit Chanor lanar al piderko vegam kiaskin ne memena. Éduque ton enfant selon son chemin et quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. Et tout de quoi il parle, pas très lourd du tout là-bas. Il parle de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et il explique que c'est un peu comme Nintendo. Vous voyez, le jeu de Nintendo, il y a des échelles différentes là. Il dit mais quand tu passes à une autre échelle, il y a un moment où tu lâches entre les deux échelles. Ouais. Et ce moment-là, c'est lui qui est dangereux. Quand tu changes de niveau, tu enlèves ce que tu étais avant pour devenir quelqu'un de nouveau. Mais entre-temps, tu es dans le vide. Et donc, cette partie du Tanya explique que c'est l'amour que tu as bâti étant petit qui va te permettre d'être le filet, qui te permettra de ne pas tomber dans une transition entre deux niveaux. C'est la même chose, vous comprenez ce que je veux dire? Que cette idée-là, encore une fois, c'est de donner cette possibilité de bâtir un filet qui va faire qu'on ne tombera pas en dessous. Et qu'après, on va remonter, quoi. C'est l'idée d'Yehuda, c'est ce que le rabbi nous a mis dans notre état d'esprit. Et encore une fois, on cherche bien évidemment le meilleur. On n'est pas là, le progressionniste, il cherche le meilleur. Et le meilleur toujours, parce qu'il ne s'arrêtera pas. C'est fou qu'on voit que c'est Yehuda qui a été choisi et pas Yosef, quoi. C'est fou. C'est fou. Ce message, il est clair, quoi. C'est David Ameller qui a été choisi, et pas Shaoul. Shaoul était parfait. David Ameller, vous savez que tout le monde croyait que c'était un mamzer. Vous savez ça? C'est-à-dire, il soupçonnait la mère de David d'avoir une relation avec quelqu'un. Quand Shmuel Hanavi, le prophète, il a dit, il est venu chez Ishaï, le père de David, il a dit, a priori, le nouveau roi, il est dans ta famille. Il a montré tout le monde, mais pas David, parce que David, il était le rejeté, le rejeton, qui était lui en train de faire pète le bétail, parce qu'on tout le monde pensait de lui que c'était un mamzer, etc. Ils m'ont dit, non, il n'est pas là, il est là-bas. Et David Ameller qui dit quoi? J'ai quand même, Siviti Vechatati Negditamine, la faute est constamment présente en face de moi, l'histoire de Bathsheba. C'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas peur de remettre en face de lui son imperfection, il n'a pas peur d'être imparfait. Il va avancer. C'est lui qui a toujours peur d'être imparfait. C'est ça qui va le crisper, qui va l'empêcher d'être devenir le plein exploitant de son potentiel. C'est énorme, c'est énorme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit, je sais que j'insiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout faire pour permettre à l'enfant d'utiliser son plein potentiel. Donc on ne parle pas du tout de laxisme. C'est pour ça que je vous dis que dans le progressionnisme, il y a la qualité du perfectionnisme sans son défaut. C'est valider ses acquis, quoi. Avancer, chouette. Bon, on va parler de la suite. Bon, on fera la semaine prochaine si tu veux. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus quand même? On a fini sur ce dossier, mais c'était un dossier qui me paraissait vachement important. Petite note que j'avais prise, c'était... On pense à nous. Quoi? Parce que parfois on en a marre d'être déçus. Je parle dans les relations en général, hein, que ce soit avec notre enfant ou avec notre conjoint ou avec notre patron. À un moment donné, on se dit peut-être qu'on en demande trop. Donc pour nous préserver de la déception, On attend moins. on baisse notre Exigence.
Et donc, vous voulez dire quoi de ça? Bah, Est-ce que c'est bien ou pas bien? non, on ne fait pas dans le sens où on veut aider l'enfant à progresser, on fait plutôt pour nous préserver de notre déception. Parce que la déception, parfois, ça nous atteint. C'est l'inverse. Et donc, vous Est-ce voulez dire que- quoi de là? Est-ce que ça aide l'enfant à ce moment-là ou pas? Parce que finalement, c'est pour nous qu'on le fait, pour pas être déçu. Parce qu'on Bah oui, mais si les répercussions de ne pas être déçu, ça va faire qu'on va continuer à croire à l'enfant. Et on va attendre moins de lui pour qu'il aille plus haut à la fin. Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui. J'attends pour l'instant moins de toi, par exemple, parce que je sais que ton rythme est différent de l'autre enfant. Lui, il a eu tout de suite Metsuyan, mais lui, il n'arrive pas à avoir Metsuyan. Bah, si notre attente risque d'être une charge supplémentaire pour l'enfant, est-ce que vous comprenez ou pas? Si notre attente, on attend beaucoup de l'enfant, donc ça va être une charge pour lui. Ça va être une charge plus importante. Et donc, si elle ne réussit pas à porter cette charge, ça va créer de la déception chez nous. Et cette déception, elle va engendrer chez lui qu'il va voir qu'on est déçu. Et il va arrêter de croire en nous parce qu'il voit il se voit avec nos yeux. C'est-à-dire, comme nous, on le voit, il se voit. Est-ce que vous comprenez pas? Même s'il veut se débarrasser de ça, il ne peut pas. Lui, il se voit comme nous, on le voit. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc oui, quelque part, pour vous, ça crée de la déception, mais vous ne regardez pas vous sur la photo. Regardez ce que ça engendre sur l'enfant. Ça engendre du négatif pour l'enfant. Il va voir dans vos yeux de la déception. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, même si vous, ça va de la déception, c'est un effet second. Sur la photo, ce qui compte, c'est mon fils. C'est ma fille. Sur la photo, c'est eux. Donc oui, si ma déception à moi, elle va engendrer la déception chez eux, oui. Donc oui, peut-être que j'attends moins, mais dans une vue d'attendre plus après. Qui ne va pas dans le milieu de la déception. Vous comprenez? Je suis... C'est encore une fois, quand je suis avec eux, le centre, c'est eux, c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez pas? Donc, voir même la... Ok, et quand je suis déçu, que ça fait? Ah ben, j'ai les boules sur mon petit, je me sens mal. Ok, t'existes aussi, c'est vrai. Mais à part ça, encore une fois, c'est qui que tu vises? C'est toi ou c'est l'enfant? C'est l'enfant. Alors, à ce moment-là, après, tu peux viser toi à un autre moment. Avec ton mari, avec ton travail, avec ta vie personnelle. Etc. Mais l'enfant, ils ne sont pas là pour être la projection de l'objet de notre réalisation. On est là pour eux, ils ne sont pas là pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, mais après, je vais être déçu. Je me connais, je vais être déçu. Ok, mais ça va être bon pour l'enfant ou pas? Pose-toi la question, tu vois. Tu restes en mode éducatif. Et pour l'enfant, ça fait quoi? Ben, c'est pas bon, hein, parce que l'enfant, il voit que tu es déçu, donc ça va le briser. Ok, donc, préserve-toi en même temps, tiens. Ça va t'aider, mais c'est pas ça le tachlit. En passant, ça va t'aider. Mais ton but, c'est quoi? Si tu savais qu'en lui montrant que tu es déçu, eh ben, ça allait l'aider, bah vas-y, sois déçu. Parce que tu cherches lui. Vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours dans la recherche de... Faut pas quitter l'objectif. L'objectif, c'est lui. À ce moment-là, dans ce domaine-là, je ne peux pas que toute notre vie, l'objectif, c'est que nos enfants. Il y a aussi un objectif de nous. Mais voilà, je vais dire, tiens, je vais arrêter d'attendre trop pour ne pas être déçu, pour lui montrer et pour être à l'intérieur de moi dans la satisfaction. Et cette satisfaction, elle va me permettre de le faire progresser. Mais je ne vais pas baisser quelque part mon niveau, je vais juste être plus patiente. Je vais reporter mon attente. Comme on l'a dit tout à l'heure, la patience, c'est pas renoncer, c'est reporter. C'est lié avec la patience. Quand on sait que les deux plus grandes fautes, vous vous rappelez, de l'humanité, ça a été un manque de patience. La première, c'est quand ils ont mangé du fruit avec Adam et Chava. Il fallait qu'ils attendent 3 heures. Ils n'ont pas été patients 3 heures. La deuxième fois, c'est 6 heures. C'était le double. Quand Moshe, il est descendu, mais il avait 6 heures de retard. Donc la patience, c'est ce qu'ils veulent construire, quoi. Allez, next week.